On va commencer tout de suite par regarder un petit peu l'état du marché qui fait pas forcément très plaisir, mais bon, ça vaut quand même le coup d'y jeter un petit coup d'œil. Donc, sur le jour, le fameux El Famoso Crypto Bubble qui est dans le rouge. Il y a quelques projets qui sortent du lot, mais bon, EOS, enfin, franchement, il y a des trucs, des fois, je sais pas si pour vous, ça vous interroge quand même. Je veux dire, EOS, c'est un projet qui est encore ranké, d'accord. On le retrouve encore sur CoinMarketCap, qui est encore. Alors, il est plus dans le top 10, hein, d'accord, hein. Au moment où ça avait été lancé, le gros marketing, c'était Ethereum Killer, on va tout changer, Ethereum c'est de la merde et puis on va le remplacer. Ils ont levé plusieurs milliards lors de l'ICO. Après, c'est un projet qui a été abandonné, qui a été attaqué auprès de l'ICC. Ils ont fait un settlement avec l'ICC. Ils ont payé, je sais plus combien ils ont payé, mais quelques millions, mais franchement, ça représentait que dalle par rapport à ce qu'ils ont levé comme argent. Et finalement, ils ont gagné bien plus d'argent avec les BTC qu'ils ont gardés en buy and hold, qu'ils ont toujours aujourd'hui, hein, ça a été l'une des plus grosses levées de fonds en crypto, que par le développement de leurs projets et même l'évolution de leur propre token. C'est quand même fou, c'est-à-dire que les mecs, juste en faisant une levée de fonds en BTC, en faisant du buy and hold, ils ont gagné bien plus d'argent que même en développant leur projet sur 25-30 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est un peu le gros problème, moi, que je reproche en crypto. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a des projets tout pétés, vraiment, mais éclatés au sol, mais que ce soit sur tous les domaines, hein, GameFi ou ce que vous voulez, tout simplement parce qu'en en fait, on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'incentive à faire en sorte à ce que les créateurs et les fondateurs de projets aient une vision un peu comme Vitalik, hein, sur les 30, 40, 50, 70 prochaines années pour vraiment euh, euh, ouais, vraiment faire un profond changement dans le monde, en fait, hein, de se dire, OK, là, on va développer des infrastructures qui vont peut-être servir à des milliards de personnes pendant des générations et des générations. En fait, il y a beaucoup plus d'intérêt d'un point de vue économique aujourd'hui à lancer un projet, faire de la merde, et puis après, on en relance un autre, on change de nom, on change le branding, le logo ou ce qu'on veut, et puis ainsi de suite, en fait. Et on sait qu'en crypto, les gens oublient malheureusement, ont la mémoire très, très courte par rapport aux événements. C'est un peu l'écosystème qui veut ça, mais ça interroge. Quand je vois des projets en fait qui sont toujours référencés sur CoinMarketCap comme EOS, et quand on se rend compte que même le fondateur du projet, qui je vous rappelle s'appelle Dan Larimer, hein, d'accord, hein, le fondateur a quand même quitté le navire il y a des années en arrière. C'est un projet qui est mort, hein, il n'y a plus aucun développement, il n'y a plus rien qui se passe, et qui pump des moments sur des news, qui est toujours référencé et sur lesquels il y a toujours une volatilité et tout. Je sais pas, ça m'interroge, tu vois. Et c'est pareil, j'en avais parlé pour ce projet-là, hein, le projet de crypto.com, le CRO. Je vous en avais parlé aussi sur le live précédent avec Théo et puis sur celui que j'avais fait la semaine dernière. Mais ils avaient décidé de brûler 70% de la total supply en 2021. Alors, je sais plus pour quelle raison. Et normalement, quand tu brûles un token, que tu l'envoies sur l'adresse burn, c'est un token que tu ne récupères plus. Normalement, il est brûlé, il est brûlé. Je veux dire, tu t'es trompé, tu as envoyé tes bitcoins sur une burn adresse ou tes ethers sur une burn adresse, ou même sur l'ether, une partie des ethers qui sont utilisés pour les frais de transaction avec l'EIP 1559, on peut très bien décider par la suite, enfin, il y en a une partie du coup qui est brûlée, qui est envoyée sur la burn adresse. Et cette adresse, c'est 0x00000 machin, et puis je ne sais plus comment ça se termine à la fin. Mais en gros, tu peux plus. Tu peux plus le récupérer, quoi. C'est brûlé à tout jamais. Et là, bah, dernièrement, ils ont décidé de débrûler ce qu'ils avaient brûlé en 2021. Et pour autant, c'est un projet qui a pumpé là sur le jour. Donc bref, c'est l'occasion d'en reparler, mais vraiment dans des périodes comme ça, le plus important, c'est de refaire le tri en fait de ce que vous avez en portefeuille, de ce que vous pensez être pertinent à garder ou non, et de vous dire ok, là en fait, peu importe les scénarios, enfin peu importe ce qui pourrait arriver, est-ce que je suis en adéquation avec mon profil de risque, avec ce que je veux faire, avec les objectifs que je me suis fixés, etc., etc. Et est-ce que je suis toujours à l'aise de détenir peut-être un certain nombre de projets, ou peut-être qu'il y a un intérêt de me recentrer sur d'autres sur lesquels bah, je pense qu'il y a un fondamental plus important. Enfin, vraiment, dans des périodes comme ça, c'est vraiment super important de refaire le bilan pour ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez peut-être fait à un moment donné, je sais pas, un peu plus tôt dans le cycle et tout. Ça peut être tout simplement parce que vous avez décidé de ne pas prendre des profits,
ou parce que vous étiez beaucoup trop diversifié, parce que vous aviez, je sais pas, 30 projets en portefeuille, alors vous aviez un portefeuille à 5 ou 10 000 euros. Évidemment, c'est beaucoup, beaucoup trop de projets. Et très souvent, en plus, c'est de la fausse diversification. C'est-à-dire qu'on nous dit en crypto, il faut se diversifier, ou même globalement, on comprend cet intérêt-là quand on investit sur d'autres classes d'actifs qui n'ont pas de corrélation les unes par rapport aux autres. Ça peut être, ou très peu de corrélation, ça peut être de l'immobilier, ça peut être un peu d'avoir de la bourse, et même en bourse, donc on peut investir sur les actions, les obligations, les métaux précieux. Bref, en crypto, pareil, il y a un intérêt de ne pas investir sur toutes les mêmes cryptos. Et je veux dire que tu décides aujourd'hui d'investir sur des projets d'IA, sur des meme coins, sur des L1 ou sur des Layer 2, en fait, tu te rends compte que si il n'y a pas d'altizone ou s'il n'y a pas un intérêt pour les alts à augmenter, peu importe ce que tu as en portefeuille, ça se fait dérouiller, tu vois. Et bien plus si il y a eu une augmentation parabolique à un moment donné, le dérouillage, quand ça revient à la baisse, ça fait d'autant plus mal, d'accord. Ça remonte jamais en ligne droite, mais plus ça augmente vite et fort, plus ça descendra vite et fort. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est de comprendre évidemment le concept de diversification, mais de véritable diversification, d'accord. Pas la fausse diversification qu'on peut entendre un petit peu en crypto, où on nous dit il faut investir sur plein de narratifs différents, il faut investir sur plein de projets différents, parce que souvent c'est la fausse diversification, et d'autant plus quand on maîtrise pas ce qu'on fait. Quand on maîtrise pas ce qu'on fait, quand on ne sait pas ce sur quoi on a placé notre argent et tout, et qu'on n'est pas capable de faire ce que j'explique depuis des années, hein, une veille de marché, une gestion de risque, remettre à jour ce qu'on pense connaître sur certains projets, parce qu'a priori, si on décide de mettre notre argent sur un projet plutôt qu'un autre, et si on décide de le garder aujourd'hui, si c'est un projet qui date par exemple de 2018, évidemment qu'il y a des choses qui se sont passées sur ce projet. Donc il faut être capable de remettre à jour ce qu'on pense. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que quand j'ai décidé d'investir sur ce projet-là, il y avait peut-être un certain nombre de fondamentaux? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? La concurrence n'est pas la même, les risques sont pas les mêmes, etc., etc. Et tout ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Et c'est vraiment notre vision avec Mickaël, et c'est ce qu'on propose aussi sur le programme Crypto Investisseur. Donc, pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, comme d'habitude, vous avez le lien dans la barre d'infos. Mais vraiment, profitez-en dans ces périodes-là pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous dire, OK, ça, franchement, j'y crois pas. Allez, j'accepte ma perte, et puis je me recentralise, je me reconditionne, et je revais peut-être sur des projets avec des plus forts fondamentaux. Et puis, si je pense typiquement, parce qu'il y en a aussi beaucoup en ce moment, qui considèrent que c'est terminé, que c'est la fin et qu'on va partir en bear market, si c'est vraiment ce que vous pensez, pour moi, il n'y a plus aucun intérêt à regarder en fait ce qui se passe en crypto, hein. Si vous êtes absolument convaincu que là, c'est la fin, et que la partie crypto, typiquement, on va partir en bear market, vendez tout. C'est-à-dire que votre Bitcoin, il va perdre 75% de sa valeur, l'Ether va descendre bien plus bas, les alts vont encore perdre 90-95% de leur valeur, même au cours actuel. C'est ça que ça veut dire, hein, d'accord, le bear market, et ça met quand même longtemps. Si par contre, vous pensez que il y a des moments où peut-être le scénario que vous avez en tête, ça peut s'invalider, et c'est là pour moi où il faut vraiment réfléchir. C'est-à-dire de se dire, pour moi, une approche plutôt qu'une autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche, d'accord. Toutes les approches sont bonnes, mais il faut toujours avoir des seuils à partir duquel où on se dit, OK, là, je pense que jusque-là, en fait, c'est ce scénario-là que je privilégie. Ça peut être continuation du bull, ça peut être continuation du bear, ça peut être continuer DCA, ça peut être plein de choses comme ça. Mais à partir de quel moment, en fait, j'arrête de m'entêter dans cette dynamique? Et ça, je pense que c'est hyper, hyper important. Parce qu'aujourd'hui, être soit uniquement bull ou soit uniquement bear, je pense que c'est hyper compliqué, parce qu'il y a des arguments, en tout cas sur le court terme, en ce moment, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a des arguments qui sont pour et contre des deux côtés. Et surtout, ce qui pêche en fait à l'heure actuelle, c'est surtout la partie macro. La partie macroéconomique, les parties incertitudes qu'on a sur les tarifs avec Trump, les conflits qu'on a entre la Russie, l'Ukraine. Enfin, il y a quand même énormément d'incertitudes d'un point de vue macro. Et je pense que s'il doit y avoir un pivot, ou si on doit avoir plus de clarification, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ça sera sans doute sur ce mois-ci, où on a quand même pas mal de meetings. Je crois qu'il y en a un aujourd'hui là sur les tarifs le 2 avril. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, aujourd'hui en fait, c'est surtout ça. C'est surtout la partie macro qui pose question. Après, d'un point de vue on-chain, technique, fondamentaux, etc., il y a quand même encore énormément de voyants au vert. C'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue personnel, je trouve que c'est très compliqué de pencher plus d'une balance plutôt qu'une autre. Mais dans tous les cas, on a tous des biais, on a tous tendance à vouloir voir aussi ce qu'on a envie de voir, et peut-être de mettre de côté
ce qui n'est pas pertinent pour nous ou ce qui ne va peut-être pas dans le narratif qu'on aurait envie de mettre en avant, hein, qu'on le fasse consciemment ou non. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se dire, OK, mais peu importe le scénario qui arrive, est-ce que je suis protégé? Est-ce que finalement, si on part en bear market pendant 2 ans ou 3 ans, bah, est-ce que ça me ferait mal? Alors évidemment, ça fera chier, mais est-ce que ça me met dans des positions compliquées? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt du coup à ce que je sorte peut-être mes pertes ou mes bénéfices que je pourrais avoir aujourd'hui pour me protéger éventuellement? À partir de quand je considère que ce scénario-là n'est pas bon, etc., etc. D'accord? J'en parle beaucoup aussi sur l'accompagnement dans lequel on présente ce qu'on fait avec Michael à l'instant T et on vous accompagne durant tout un cycle. Typiquement un cycle haussier ou un cycle baissier, enfin, on vous accompagne autant de temps que vous restez en fait dans l'accompagnement et on vous présente ce qu'on fait avec Michael à l'instant T. Donc les projets qu'on a en portefeuille, les raisons pour lesquelles on les a évidemment, les analyses de marché, les suivis de portefeuille, les, heu les, les différents projets qu'on pourrait décider d'ajouter ou non. Enfin bref, c'est un modèle, je pense que vous pourrez connaître un petit peu plus si vous regardez la vidéo de présentation que j'ai mis dans la description de la vidéo. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de profiter des périodes comme ça où c'est quand même assez calme et de vous dire, OK, dans quoi je suis à l'aise, dans quoi je le suis un peu moins. Et si aujourd'hui, bah, vous vous situez entre deux eaux et que vous avez du mal, en fait, à vous faire votre propre idée, parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils écoutent un petit peu à droite à gauche et ils se disent, tiens, là, il y a un consensus en disant que ça va augmenter ou là, il y a un consensus pour dire que ça va baisser. Bah, je vais aller dans le sens du consensus sans se faire leur propre idée. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce qu'en fait, les vraies convictions, n'auront jamais les mêmes objectifs et les mêmes intérêts que des convictions qui sont empruntées. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais quand vous avez des convictions qui ont été empruntées à quelqu'un qui, lui, en fait, a fait son travail, lui ou elle, hein, a fait son travail et a compris un certain nombre de choses, il peut avoir raison ou tort. Au final, c'est même pas ça forcément le sujet, mais ça sera jamais le même impact pour vous que si, en fait, vous buvez les paroles de cette personne simplement parce que il vous a montré peut-être certains arguments qui pourraient aller dans cette direction. Et en fait, aujourd'hui, avec pas mal de data, on se rend compte que on peut soit faire pivoter les gens d'un point de vue purement baissier, parce que je pourrais très bien sélectionner certains indicateurs qui vont aller que dans cette direction-là, et puis en prendre d'autres qui vont aller que dans la direction haussière. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de se confronter à ces idées-là et de se dire, finalement, personne ne sera capable de prédire l'avenir. Il se passera un petit peu ce qui se passera, d'accord? Il y aura des seuils d'invalidation, mais si jamais on va dans la direction qui, moi, ne me convient pas, si on a tout vendu et qu'on part en direction haussière, est-ce que je l'ai prévu ça? Et est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et à l'inverse, parce qu'aujourd'hui, si tu dis le moindre truc qui est pas forcément ultra bear, tu te fais éclater sur les réseaux. Voilà. Pour beaucoup de gens, c'est en mode c'est mort, ça sert à rien. Tu peux pas tu peux même pas donner une raison positive ou certains indicateurs qui pourraient mettre le doute. Non, voilà, c'est que baissier. Et si tu veux être dans le consensus aujourd'hui, c'est que baissier. Et ça, je pense que c'est un problème. Parce qu'en général, les marchés, c'est pas nous qui l'inventons, mais la plupart des marchés aujourd'hui font perdre de l'argent à la majorité des participants. Et on sait que la majorité des participants aujourd'hui font n'importe quoi et n'ont jamais raison. On l'a vu en 2021 quand les mecs ils disaient le consensus à 100 000 pour le Bitcoin. Ça n'a pas été le cas. Quand ils ont dit que le modèle du stock to flow, c'était génial, ça allait pas breaker, ça a breaké. Quand ils ont dit que on allait jamais descendre en dessous en bear market du plus haut du cycle précédent, ça a été breaké. Enfin voilà. En fait, on se rend compte que la majorité des gens en fait changent de narratif en fonction de ce que va faire le marché. Et si vous, en fait, bah, vous suivez un peu aveuglément ce qui est présenté un peu à droite à gauche, bah, malheureusement, ça sera très compliqué pour vous pour sortir votre épingle du jeu. Voilà. Donc, je vous le redis, vous avez les deux liens dans la description, crypto investisseur et l'accompagnement avec des vidéos explicatives à chaque fois pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Dans des moments comme ça, je pense que ça pourra énormément vous aider. Donc, sur le jour, d'accord, on est pas mal dans le rouge. Sur la semaine, pareil. Franchement, je reviens pas forcément dessus. Sur le mois, c'est catastrophique. Et sur l'année, c'est pareil. Alors, il y a quelques projets qui sortent leur épingle du jeu, d'accord, comme Mantra, il y a XRP, DGB, il y a le XLM, TRX. Il y a quand même pas mal d'anciens projets des cycles précédents. Mais globalement, bon, la plupart des alts ont pris des très grosses déculottées. Tout simplement aussi parce que la dominance du Bitcoin, elle est toujours hyper importante et on est toujours sur une grosse incertitude et que pour l'instant, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est typiquement le buy the rumor, sell the news. D'accord? Avant l'élection de Trump et avant qu'il y ait tout ça, on achetait vraiment par anticipation. Il y avait des narratifs de dire
Ah, Trump, il va faire ci, si c'est lui qui est élu, ça va être génial. On va avoir des réserves stratégiques, on va avoir plein de trucs, plein de bonnes nouvelles en fait par anticipation. Ce qui fait qu'au moment où en fait Trump est arrivé dans l'office, c'était aussi un scénario qu'on vous avait présenté en vous disant bah, typiquement, il est tout à fait possible que, heu, ça soit un buy the rumor, sell the news, comme ça a été le cas presque à 100 des cas, en crypto. Avec le halving, c'est pareil, enfin tout ce qui est en fait connu et au moment où ça arrive, on a tellement pricé haut, et on a tellement des attentes super élevées qu'au moment où ça arrive, suffit qu'il y ait, soit pas des encore des nouvelles des bonnes nouvelles ou quelque chose qui était inattendu mais très positif, bah, en fait, très souvent ça s'estompe et ça retombe un petit peu comme un soufflet. Pour autant, ça ne veut pas dire que, il n'y a pas encore des évolutions, il n'y a pas encore des choses super intéressantes. Typiquement, on a un vrai pavé aujourd'hui, on a vraiment pavé la route d'un point de vue juridique, réglementaire, qui est vraiment crypto-friendly. On a de plus en plus de politiques et de personnes qu'on retrouve à la Chambre des représentants, au Sénat, aux États-Unis, qui sont pro-crypto. On a quand même la plus grande puissance mondiale qui a quand même dit qu'il mettait en réserve stratégique du Bitcoin et qui avait peut-être pour objectif d'en racheter par la suite. Enfin, on a aussi le fonds de Trump, World Liberty, et des baleines qui accumulent énormément d'Ether et de Bitcoin en ce moment. Alors World Liberty, c'est plutôt sur la partie Ether. On a encore énormément de baleines qui accumulent à la fois des Ethers et des Bitcoins. Donc ça aussi, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et je peux vous assurer que quand ça change, quand le shift change en crypto, pour ceux qui ont connu les cycles précédents, ça change très très vite, très rapidement. Franchement, pour avoir connu la période de mars 2020 avec le Covid et tout le cycle précédent, les moments où on était sur du Bitcoin bas et sur de l'Ether aussi relativement bas, et à peu près même si on prend d'un point de vue comparatif ratio, hein, Ethereum, Bitcoin par exemple, on était à peu près aujourd'hui, hein, à peu près sur les mêmes niveaux qu'on avait sur l'Ether en 2019-2018, entre 70 et 110, 120 dollars. Voilà. C'est à peu près le même niveau qu'on a d'Ether aujourd'hui par rapport au cycle précédent. Et je peux vous assurer, à l'époque, ce qu'on entendait, c'était exactement pareil. C'était on va aller en dépression, il va y avoir une récession, il va y avoir tout un tas de trucs. Et au final, ça s'est jamais révélé être vrai parce que quand il y a un consensus là-dessus, en général, ça pue. Et dites-vous que le marché, il a toujours pour objectif de couper l'herbe sous le pied du consensus global. Et aujourd'hui, vraiment, le consensus global, c'est ça va continuer de baisser, c'est de la merde, ça sert à rien. La M2, il n'y a pas de lien avec le Bitcoin. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la rengaine. Et nous, on essaye d'avoir un discours qui est évidemment plus mesuré et de ne pas dire que ceux qui sont bears, ils disent que des conneries parce qu'il y a aussi des arguments, je pense, qui sont pertinents. Mais de se dire aujourd'hui, c'est sûr que ça va continuer de baisser ou c'est sûr que ça va reprendre, bah, je pense que c'est compliqué. Et c'est là où en fait on travaille aussi les convictions et les différents scénarios. Et pour une même personne, on peut avoir en fonction des horizons, en fonction des risques, en fonction des projets, en fonction de la manière de gérer le portefeuille, des décisions qui sont complètement à l'opposé. On peut avoir quelqu'un qui peut et qui doit être amené dans des conditions comme ça à vendre et ne plus revenir en crypto, en tout cas dans des périodes comme ça, et des personnes qui non seulement devraient réaccumuler, ou typiquement soit ne rien faire, ou continuer de se concentrer sur des projets pertinents. Il y en a qui vont par exemple, sur le court terme, si tu décides d'investir, par exemple, aussi en fonction de ton horizon d'investissement, si tu décides d'investir, je sais pas, sur du Bitcoin sur 20 ans, bah, en fait, sur des périodes comme ça, tu t'en fous. Tu fais du DCA, tu cherches même pas, tu te dis a priori dans 20 ans, le projet sera plus élevé qu'aujourd'hui. Donc en fait, tu as intérêt à acheter tout le temps. Mais par exemple, dans des périodes comme aujourd'hui, si tu as un horizon d'investissement qui est pas sur 20 ans, mais beaucoup plus faible, bah, peut-être que la meilleure décision pour toi, hein, et j'insiste bien pour toi, peut-être que ce sera de vendre. Alors que pour quelqu'un d'autre, ça sera d'acheter ou de ne rien faire, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de se poser les bonnes questions et de pas écouter des moments, même ce que certaines personnes vont dire quand elles vont expliquer, bah moi j'ai vendu, parce que pareil, si toi tu as vendu et qu'en fait tu es full BTC et que tu as investi plusieurs dizaines de millions sur le BTC et tu prends tes 20, 30, 40%, ça te suffit, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a investi un bag sans doute plus faible, et puis même certainement plus faible, et qui plus est en plus, qui est peut-être même pas forcément exposé à 100% sur du Bitcoin, et des fois il y en a même beaucoup qui ont même pas du tout Bitcoin ni d'Ether, bah, évidemment que la disposition mentale, psychologique et tout sera pas du tout identique, et que ce qui va expliquer lui sera pas adapté à toi, tu vois. Et donc je pense que ça c'est vraiment hyper important et il faut pas que ça te fasse peur.
Il faut pas que tu te dises: «Tiens, parce qu'un tel a dit qu'on va partir en bear, que ça sera forcément vrai ou non plus que ça sera forcément faux». En fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Ça reste des scénarios, ça reste des éventualités. Il y a des événements, des éléments qui sont, probants des 2 côtés. Mais ce qui est quand même intéressant de se rendre compte, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait, avec Trump, le fait qu'il s'amuse à faire le fanfaron et puis à faire peur, en fait, au marché, c'est quelque chose qu'on a déjà connu lors de son mandat précédent. D'accord? C'est pas nouveau. Voilà. Ils doivent refinancer leurs dettes. Ils ont tout intérêt, en fait, à ce que les taux soient baissés pour refinancer leurs dettes, non pas avec des taux d'intérêt super élevés, parce que là, c'est quand même des trillions de dollars à faire rouler, hein, avec les obligations d'État. Donc, ils ont un intérêt en fait, à relancer la planche à billets. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, les États-Unis, et même la plupart des pays dans le monde entier font comme ça. Donc, il y a quand même un intérêt à faire ça, à baisser les taux. Il y a un intérêt à relancer la planche à billets, puisque de toute façon, ils n'auront pas le choix. D'accord, ça diminue aussi l'impact de la dette. Et puis, ils ont un intérêt à refinancer leur dette avec des taux d'intérêt plus bas. Donc, en fait, pour faire ça et pour forcer la main à la Fed, bah, ils créent de l'incertitude. Il crée de l'incertitude, donc on a l'impression que le mec c'est un fou dans son truc, il met des tarifs un peu à droite à gauche, il fait n'importe quoi, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais c'est aussi pour créer le chaos, pour créer quand même certaines cassures sur le marché et pour obliger la Fed peut-être à se dire ok, là il y a des trucs qui se cassent dans l'économie, allez on baisse les taux, allez on imprime, etc. etc. Et ça se fera pas sans problème aussi, parce que dès que tu décides, si l'inflation est pas maîtrisée, si tu décides de baisser les taux et puis de relancer la planche à billets, bah, évidemment que ça pose des problèmes. En fait, quand tu as des actifs risqués comme la crypto, les actions qui augmentent beaucoup, c'est aussi symptomatique d'une baisse de pouvoir d'achat pour monsieur et madame tout le monde aussi. Hein. Une baisse de valorisation des devises, une dévaluation monétaire, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est aussi un vrai problème. Donc, c'est une des vraies questions en fait à se poser sur le fonctionnement, la dynamique un petit peu du marché crypto et sur la partie macro. Mais j'espère, en tout cas, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais moi, je reste convaincu que là, dans les prochaines semaines, prochains mois, on devrait en tout cas avoir un peu plus de clarté sur la démarche à suivre. Notamment, vous avez présenté la M2, même si c'est pas que un indicateur 100% pertinent dans tous les cas. Je pense que c'est quand même un indicateur intéressant à suivre et à surveiller de près. Et on a vu que ces derniers temps, la M2 augmentait quand même plutôt pas mal. Il y a également aussi, donc d'un point de vue macro, à voir sur le mois d'avril et le mois de mai, un petit peu les démarches à suivre et voir finalement ce qui va être fait. Je pense que si on tombe dans un scénario où il y a des bonnes nouvelles, en fait, là où le marché en fait est en train de pricer que des mauvaises nouvelles, hein. C'est-à-dire que là, on est en train de pricer l'arrivée d'une récession, la baisse des marchés, l'arrivée d'un bear market. Bref, là, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. Mais si à un moment donné, ce qui sort de ces différents meetings, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif que ça, bah là, rapidement, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse partie de l'argent qui est en stablecoin, qui est de côté et qui attend qu'une chose, en fait, c'est des bonnes nouvelles d'un point de vue macro pour rentrer. Et le gros argent est là. Hein. Le gros argent est là et les canaux d'acquisition pour récupérer en fait ces différentes liquidités sont disponibles, notamment sur le Bitcoin et sur l'Ether aujourd'hui, et il y en aura d'autres par la suite. Mais les principales portes d'entrée, surtout si on veut attendre une belle alt season, c'est sur la partie Ethereum. On peut pas s'attendre à voir une belle alt season si on a un Ether qui est toujours aussi lent et aussi pourri en termes de prix, hein, franchement. Personne s'attendait à avoir des niveaux comme ça aujourd'hui. Mais voilà, tout ça, c'est lié aussi à ce qui se passe d'un point de vue macro et aux politiques monétaires. Et pour l'instant, j'y reviendrai après sur la partie technique, mais la partie liquidité et monétaire est pas la même que les cycles précédents dans lesquels vous avez peut-être eu l'occasion d'évoluer, d'accord. En 2019, on avait déjà la fin du quantitative tightening et on avait déjà commencé à amorcer l'impression monétaire, le quantitative easing, etc. Puis après, il y a eu le Covid où ça s'est démultiplié. Donc évidemment, les actifs risqués comme l'Ether et la plupart des alts en ont profité. Là, on a des desserrements de liquidité, même pas la fin du quantitative tightening. Hein. On a eu un desserrement de liquidité, ce qui est quand même plutôt pertinent. Mais vous voyez qu'on est quand même relativement loin de ce qu'on avait connu par le passé. Donc évidemment, après, il y a le scénario de se dire, est-ce qu'on ne serait pas dans un cycle plus long, du coup?
Est-ce qu'on ne serait pas dans un cycle plus long ou différent dans ce sens-là, où en fait, on aurait besoin que l'Ether en fait touche son bottom sur la partie Ether BTC à partir du moment où on a atteint la fin du quantitative tightening. Mais tant que c'est pas le cas, et si ça met plus de temps que prévu, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, si ça met plus de temps que prévu, bah peut-être que le cycle durerait plus longtemps par rapport à ça. Ou il y en a qui disent aussi que typiquement le cycle resterait sur les cycles de 4 ans et que là, bon, il serait temps quand même que ça bouge parce que l'heure tourne. Et moi, je pense que plus on va avancer, c'est aujourd'hui ce que j'ai en tête, je pense que plus on va avancer, plus on va se rendre compte des scénarios qu'on avait avant ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Voilà. Que les cycles de 4 ans, peut-être que ça a plus de queue ni tête. Voilà. Auparavant, ça a été le cas parce qu'on avait vraiment aussi les cycles de halving, évidemment, qui sont tous les 4 ans, mais aussi, surtout, parce qu'on avait quand même des politiques monétaires qui rentraient pile un petit peu dans ce qu'il fallait pour qu'on ait les cycles qui soient câblés comme ça. Mais si, d'un point de vue monétaire, cascade de liquidité et tout, c'est plus vraiment la même chose, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de cycle de 4 ans? Et on le découvrira ensemble, hein. On verra, les gars, un petit peu ce qui va se passer, mais il faut rester ouvert à ce scénario et de se dire, typiquement, est-ce que on va toujours rester sur une partie de 4 ans ou est-ce que bah, finalement on va pas se rapprocher de plus en plus d'autres types de cycles, par exemple des cycles un petit peu plus longs ou peut-être un peu différents, tu vois, des cycles translatés un peu, euh, qui pourraient continuer sur 2026, 2027 et puis peut-être des bear markets aussi plus longs, hein. Voilà, c'est des sujets qu'il faut avoir en tête, même si c'est compliqué aujourd'hui. Et je pense que de se bloquer en se disant non, ça a toujours été comme ça, donc on restera comme ça dans toutes les prochaines années, je pense que ça peut être dangereux. Je pense qu'il faut toujours rester ouvert à ce sujet. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, les gars, dans la section commentaires. On va regarder d'un point de vue ETF. On voit que sur la partie Ethereum, bah, pour l'instant, bon, c'est pas bien folichon, hein. On voit qu'aujourd'hui, les, les investisseurs n'ont pas forcément d'intérêt ni envie de prendre plus de risques que ça. Et on voit que globalement, bah, regardez, on a quand même pas mal de sorties d'argent, d'accord. Depuis mars, des moments où il y a quelques rentrées, là, par exemple, le 28, 31 mars, on a eu quelques rentrées. Mais bon, bah, c'est pas des grosses sorties hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas enclin et c'est pas ultra favorable aux actifs dits risqués, comme par exemple l'Ether. Pour moi, l'Ether, c'est vraiment le proxy qui représente la volonté, la capacité des investisseurs à vouloir prendre ou non du risque. Et aujourd'hui, avec toutes les incertitudes qu'on a d'un point de vue macro, bah, les investisseurs, aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte, ils n'ont pas envie d'aller directement dessus. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même des gros porteurs qui en accumulent énormément, mais que ce soit même chez BlackRock, c'est-à-dire que là, sur le court terme, on voit qu'il y a des sorties, mais quand même, hein, je vous remets le graphique ici, les gens ont la mémoire très courte, hein. On est passé en positif sur les inflows sur Ethereum en novembre 2024. C'est que dalle, c'était il y a 4-5 mois, quoi. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. D'accord. Aujourd'hui, on est très largement en positif. Et quand ça s'accélère, ça va très très vite. On a vu ça également aussi sur le Bitcoin. Donc, il ne faut pas non plus perdre de vue ce truc-là et vraiment arriver à prendre du recul pour se rendre compte de la vraie vision en fait qu'on doit avoir du marché. Mais le problème en crypto, c'est que les gens se perdent dans le bruit ambiant et ils ont tendance à oublier énormément de choses et ils se disent bah en fait ce qui s'est passé sur les 3 dernières semaines, ça devient leur réalité et ils considèrent que ça va continuer comme ça encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand ça réaugmente, eux, s'il suffit que ça augmente encore pendant 2-3 semaines, bah ça va reshifter. Ils vont se dire ah c'est bon, c'est bull market, c'est bull market, c'est bull market, et ils vont oublier en fait les périodes qu'ils ont vécues là. Moi, je peux vous mettre la main coupée que si demain on repart en tendance haussière, que le Bitcoin dépasse son ATH, que l'Ether fait des belles perfs et qu'on part en véritable alt season avec la dominance du Bitcoin qui baisse et tout, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui oublieront des périodes comme ça. Les périodes là qu'on est en train de vivre ensemble, qui pour autant sont la réalité, mais qui par le passé ont été vues, revues et re-revues, mais des dizaines, voire des centaines de fois. On a fait quand même des milliers de vidéos sur cette chaîne. On a été présent même dans des périodes comme ça. Et je peux vous assurer que ce qu'on voit aujourd'hui, même si d'un point de vue macro, on peut se dire ah, est-ce que c'est bien la même chose qu'avant, il y a des périodes d'incertitude, il y en a eu tout le temps. Mais de tout temps, hein. En bourse, c'est pareil. Il y a 200 années quand même d'historique en bourse, des périodes d'incertitude, je peux vous assurer qu'il y en a connu, hein. Des périodes de guerre, des périodes de récession, la Grande Dépression de 1929, la décennie perdue, l'explosion de la bulle Internet, la guerre de Corée, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je peux en citer plein hein, des événements comme ça, hein. Et on se rend compte en fait que de tout temps, il y a eu des incertitudes. Et qu'en général,
quand on a confiance en fait à un marché, comme par exemple le marché de la crypto, qui est un marché qui est structurellement haussier depuis sa création, d'accord? Ça veut pas dire que tous les actifs à l'intérieur sont structurellement haussiers, hein. La plupart des actifs récupèrent jamais leur précédent plus haut. Mais globalement, l'écosystème crypto, quand on prend le total market cap, quand on prend le Bitcoin, l'Ether, et cetera et les bonnes cryptos, on se rend compte quand même qu'il y a une vraie tendance haussière et que très souvent, c'est valable en bourse, c'est valable en immobilier, c'est valable aussi en crypto. Et qu'en général, si vous avez une vraie vision long terme et que vous croyez structurellement on va dire, au sujet même lié à la crypto ou à la classe d'actifs en tant que telle, bah, en général, les marchés vont rémunérer plutôt les optimistes sur le long terme. Et qu'il y a beaucoup plus d'intérêt sur ces classes d'actifs-là qui ont prouvé quand même leur efficacité depuis leur création à redépasser systématiquement leur précédent plus haut, bah, de rémunérer en fait ceux qui sont optimistes plutôt que pessimistes. Parce que je peux vous assurer que si vous êtes en crypto depuis 10 ans et que vous êtes pessimiste, comme par exemple Peter Schiff ou d'autres personnes, bah, en fait, vous vous rendez compte que le coût d'opportunité, il est énorme et que la plupart de ces personnes-là, globalement, ne gagnent pas d'argent. Et c'est là où vraiment je mets aussi un point d'honneur là-dessus. C'est hyper important de vous faire votre propre idée là-dessus parce que être bullish tout le temps, quoi qu'il en coûte, je pense que c'est des conneries. Mais globalement, on se rend compte que par exemple en bourse et même en crypto, la crypto a plus tendance à augmenter que baisser. Par contre, évidemment, bah, il y a des moments quand ça baisse, ça fait pas plaisir. Là, ça a duré plus longtemps que prévu, évidemment, ça fait pas plaisir non plus. Et si on prend un laps de temps beaucoup plus long, en fait, on se rend compte que bah, ça laisse plus de temps pour accumuler, ça laisse plus de temps pour se focaliser sur ce qui est important pour nous, etc., etc. Et la plupart des gens, en fait, ne voient pas ça. Et très souvent, moi, je me rends compte que, en fait, les bears vont souvent avoir, et les permabères, en fait, vont souvent avoir un discours qui va être intelligible et qui va être percutant, parce que c'est très facile, en fait, de faire peur aux gens. Et il y a même une, une newsletter aux États-Unis qui fait des milliards chaque année en vendant de la peur. D'accord. Chaque année, c'est le crack du siècle. J'ai pas envie de leur faire de la pub, donc je donnerai pas le nom ici. Mais ils gagnent des milliards. C'est vraiment une newsletter de fou qui gagne des milliards chaque année en vendant de la peur aux gens. Et on le sait, avec les journaux aujourd'hui, ça marche comme ça. Les titres qui font peur, on va vendre plus de trucs si on dit tiens qu'il y a toujours un malade mental qui a trucidé trois gosses et que c'était un monsieur, madame tout le monde, que si tu dis tiens, il y a Jean-Michel qui a fait sortir, qui a sauvé un chat d'un arbre parce qu'il avait peur de descendre, tu vois ce que je veux dire, ou qui a sauvé une vie, ou qui a sauvé un gamin d'une maladie grave ou d'un truc en fait. Tu vas pas vendre le même nombre de papiers, ça va pas avoir le même impact en fonction de ce que tu vas dire. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu allumes la télé aussi, tu n'as que des news négatives et qu'on ne va pas te donner des news positives parce que ça incite les gens à regarder ce truc-là, ça les laisse dans un climat anxiogène et ça continue de nourrir ce climat-là. Et ça fait vendre, ça fait cliquer, ça fait garder l'attention et tout. Et en crypto et dans l'investissement, c'est exactement pareil. Mais regardez ceux qui réellement gagnent de l'argent, d'accord. L'idée, c'est pas de s'entêter, je le répète, hein, c'est pas de s'entêter sur une position en se disant non, c'est que boule, c'est que boule, c'est que boule. Mais si a priori, comme beaucoup d'entre vous, vous avez compris que l'intérêt, c'est d'être là sur le long terme, si vous vous dites, bah, moi, en fait, je suis sur le long terme, mais je regarde des graphiques intraday ou des fois sur l'heure, ça sert à rien. Vous faites peur pour rien. C'est que des faux signaux à droite, à gauche. Et au final, vous êtes contre la vision de base que vous aviez. Et peut-être que les décisions que vous allez prendre vont être aux antipodes de ce que vous auriez normalement dû faire si vous aviez cette vision long terme. Et globalement, bah, ceux qui ont été quand même positifs malgré les périodes d'incertitude, parce qu'il y en aura toujours eu, il y en a toujours eu par le passé et il y en aura toujours par la suite, sont ceux qui au final ont plus de chances et de probabilité de gagner de l'argent. Pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres. Regardez tous ceux qui font des trucs sur le court terme, les mêmes coins, hein, on vous a donné plein mal de chiffres, les mecs se sont fait éclater. À chaque fois que c'est du court terme, à chaque fois les mecs se font éclater. Et si vous êtes sur des projets, même si les projets ne dépassent pas leur précédent plus haut et tout, si vous achetez dans des périodes un peu comme ça, de peur, de capitulation et de peur extrême, vous avez acheté généralement tellement bas que même le plus bas du cycle suivant, c'est plus haut que le plus bas de ce que vous avez acheté aujourd'hui en fait. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est pas valable que sur le Bitcoin, hein. Il y a plein d'autres projets pour lesquels c'est le cas. Mais c'est sûr que ça, c'est pas simple. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que de subir cette volatilité et de
remettre en jeu un peu nos convictions, c'est ça qui est très compliqué, je pense. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts à ça et en fait, on commence à douter. C'est-à-dire qu'on a des convictions quand ça augmente, mais dès que ça baisse, tout de suite, les convictions, elles peuvent s'effriter un peu. On peut se dire: «Tiens, mais est-ce que vraiment, j'ai eu raison? Est-ce que» voilà, et c'est là où, en fait, on va être testé. Et moi, je vous ai toujours dit que peu importe ce que vous avez décidé de faire, peu importe que vous soyez bull, bear, que vous ayez, bien acheté ou non, vous allez être testé. Il n'y a pas eu une personne dans toute l'histoire de l'investissement qui a jamais été testée. Et c'est pas parce que vous avez très bien acheté certains projets qu'on peut pas redépasser, qu'on peut pas revenir à l'all-time low, voire d'aller plus bas. Et si a priori vous aviez envie d'acheter votre projet à un certain niveau, si il est toujours pertinent à avoir en portefeuille et qu'il a perdu 80% de sa valorisation et que vous pensez que le cycle n'est pas terminé, il y a peut-être un intérêt du coup à continuer de garder ça en portefeuille, d'accord? Tout en mettant, en avant, des scénarios en se disant: «OK, à partir de quand je considère que c'est de la connerie et là je décide de me protéger». Voilà. Et ça c'est vraiment le point le plus important et c'est pour ça que je fais tous ces laïus parce que je pense que c'est important de se recentrer sur ce qui sur, sur ces sujets-là, dans des périodes comme ça. Parce que vraiment, dites-vous, si la majorité des personnes en crypto perdent de l'argent, regardez ce que font aujourd'hui la majorité des gens. Vraiment, hein. Et faites l'inverse. Voilà. Si vous voulez gagner de l'argent en crypto, évidemment que vous soyez capable d'en savoir plus que la moyenne, que vous soyez capable de faire ce que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Déjà, maîtriser leurs émotions, déjà ça, c'est compliqué. Pas retourner sa veste à chaque fois qu'il y a des bougies vertes ou des bougies rouges. Mais regardez ce que fait la majorité des participants des retail. Et dites-vous qu'a priori, si la majorité des gens perdent de l'argent, vous, faudrait peut-être que vous fassiez l'inverse. D'accord? Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Donc je vais continuer sur la partie, Bitcoin. Au niveau des ETF, là, on voit que, ces derniers temps, donc entre mars et enfin 14 mars et le 27, on était quand même en rentrée d'argent positive, d'accord? Donc en fait, on avait des ventes sur l'Ether et des achats sur le Bitcoin. Là, on a eu quelques sorties d'argent, mais franchement, c'est assez mince. On voit quand même que alors je sais pas s'il y a le même graphique, mais voilà, on voit quand même que, depuis le lancement, sur la partie, Bitcoin, c'est pas du tout le même niveau qu'on a eu sur l'Ether. Et il y a eu une belle sortie d'argent depuis le plus haut de janvier, février 2025. On peut se dire que c'est une prise de profit qui est faite, mais là, depuis, vous voyez, on commence à réaugmenter. Donc, à voir, est-ce que ça va être un dead cat bounce et puis finalement, on va repartir à la baisse? Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'on a encore une belle augmentation à avoir sur cette suite d'années. En tout cas, je pense pas que la alt-season a eu lieu. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie aujourd'hui. Je pense pas que la véritable alt-season a eu lieu et je vois pas un marché ou un cycle dans lequel la dominance du Bitcoin reste toujours aussi élevée et avec aucune baisse, aucun roulement de capitaux sur les alts ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire, même si ça reste une éventualité aussi à prendre en compte. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent que il y a encore des belles choses à venir là dans les semaines, dans les mois qui arriveront. Voilà. Mais dans tous les cas, à surveiller et à voir un petit peu ce qui va se passer. Autre chose aussi que je voulais vous présenter, c'est pourquoi aujourd'hui l'Ether perd son attrait aux yeux des investisseurs. C'est une news que j'ai vu tomber là il y a pas si longtemps sur Cointelegraph. Il y a plusieurs raisons qui sont expliquées dans cet article. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. La première raison, c'est qu'ils expliquent que c'est quand même assez compliqué à marketer aujourd'hui la partie Ether et surtout par rapport aux problématiques qu'on a d'un point de vue macro. Parce que d'un point de vue macro, bah, aujourd'hui, c'est pas forcément enclin et en faveur des actifs risqués et en l'occurrence l'Ether. C'est-à-dire d'aller sur du Bitcoin, on considère que c'est la réserve de valeur et tout. Pourquoi pas? Mais la partie Ether aujourd'hui, c'est très symptomatique un petit peu bah, de ce qu'on voit au niveau des liquidités et de la facilité de pouvoir déverser de l'argent facile. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il y a ces sujets-là. Le fait aussi que l'Ether, c'est plus difficile à marketer parce que bah, expliquer que le Bitcoin, c'est l'or digital 2.0, réserve de valeur, il n'y a pas de souci. L'Ether, c'est un peu comme une pieuvre avec plein de tentacules. Donc, de l'expliquer, c'est pas qu'une réserve de valeur. Enfin, ça fait quand même pas mal de choses différentes. Et puis aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, là où on pourrait vraiment se shifter, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que l'Ether apporte si on rentre pas dans le point de vue technique, d'accord, évidemment que l'Ether, c'est complètement différent du Bitcoin, mais pour eux, en fait, ce qu'ils vont rechercher d'un point de vue monétaire, c'est par exemple le côté cash flow, d'accord. Et c'est pour ça que pour moi, l'arrivée des ETF aussi staking, ça peut être avec le desserrement des liquidités et pourquoi pas peut-être l'arrivée du quantitative easing, on verra. Pour l'instant, c'est pas du tout dans les cartes et dans les jeux, mais
Si on repart avec une fin du quantitative tightening, je pense qu'on aura la fin de la paire Ether-Bitcoin et donc on aura atteint un bottom sur les alts par rapport au Bitcoin et sur l'Ether par rapport au Bitcoin et là, ça sera très positif du coup pour la suite. Mais sans ça, je pense que pour l'instant, c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Mais dès que on aurait du coup tous les voyants ouverts d'un point de vue macro, avec peut-être un desserrement des liquidités, encore une fois, peut-être une impression monétaire, peut-être une dominance du Bitcoin qui baisse, et peut-être aussi un éclaircissement d'un point de vue macro pour dire aux gens attention, il y a peut-être plus autant de risques que ce qu'on pensait ou tant d'incertitudes. Il y aura peut-être une volonté d'aller sur ce genre d'actifs, y compris l'Ether, et surtout s'il y a la partie staking. Là, c'est une offre que le Bitcoin ne pourra pas proposer dans tous les cas, avec une partie à cash flow. D'accord, un peu comme pour les ETF, avec les ETF capitalisants et distribuants. Bah là, l'Ether, ça peut être la partie distribuant, justement, la partie cash flow pour les investisseurs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pas mal de data aussi que je vous avais présenté sur d'autres lives qui montraient qu'il y avait déjà des achats par anticipation avec la sortie des ETF à staking, avec une augmentation du nombre de validateurs et des Ethers qui sont récupérés par les institutionnels pour préparer l'arrivée des ETF staking. Donc ça, évidemment que ça va jouer. Parce que quand tu stakes tes Ethers aussi, tu peux pas décider de les sortir comme ça du jour au lendemain. C'est des actifs qui sont bloqués, qui sont séquestrés. Donc, c'est tout ce que tu sors aussi de la circulating supply. Donc, ça aussi, pour la dynamique du marché, ça sera intéressant. Donc, voilà, il y a pas mal de questions en fait à se poser, mais c'est plutôt, en fait, c'est pas forcément d'un point de vue fondamental, mais ni même technique en fait. Hein. C'est plutôt pour aujourd'hui un sentiment de marché et sur la volonté ou non, je pense, des investisseurs à vouloir aller prendre plus de risques. Voilà. Et tant que d'un point de vue macro,